Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici avec Alessandra Pierini. Aujourd'hui, on va présenter son livre Cucina Kitsch. Merci Alessandra d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi Cucina Kitsch? Mais parce que j'avais envie de parler de la cucina italienne, des années que j'ai passées, donc j'ai vécu en Italie, donc entre les années 60 et la fin des années 80, quand en fin 1987 je suis partie pour venir en France. Ça fait combien d'années? Donc ça va faire bientôt 40 ans. Ça fait toute une vie. Donc j'ai plutôt vécu en France plus longtemps qu'en Italie. Mais enfin, l'Italie, je l'ai tellement en moi que j'ai l'impression de jamais l'avoir quittée en fait. Et alors, cucina kitsch, c'est kitsch parce que on utilise ce mot pour parler de quelque chose de mauvais goût. De vrai. mauvais goût esthétique généralement, mais ça peut être aussi du mauvais goût vraiment dans l'assiette. Et c'est vrai qu'on imagine toujours cette Italie avec les plats qu'on mange aujourd'hui, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Entre les années 60 et la fin des années 80, nous avons aussi cuisiné une autre cuisine italienne qui était beaucoup plus riche, beaucoup plus internationale et qui reflétait moins tous les principes du goût italien que nous avons en tête aujourd'hui. Donc en fait, la cuisine qu'on avait dans les années 60-70 était plus internationale. Pourtant, aujourd'hui, on est un peu plus multiculturel. Oui, mais en fait, c'était pas la même façon. Quand on est sorti en fait de la guerre, en fait, ça a été tellement une période de privation d'une cuisine très paysanne où on avait peu d'ingrédients, on avait besoin de se rassasier, mais on ne mangeait pas vraiment pour se faire plaisir. Une fois qu'on est sorti de ces années-là, qu'on est rentré après le boom économique dans une Italie qui nous offrait beaucoup plus de choses. C'est vrai. Avec des supermarchés, avec des magasins qui étaient pleins Il y avait de toutes plus de choix. sortes et beaucoup plus de choix. Et surtout, on avait la possibilité de se procurer énormément de choses à des prix abordables. Et donc, après avoir trimé très longtemps devant notre assiette, les Italiens ont dit, mais pourquoi pas, on va mettre de la crème partout, beaucoup de beurre et aussi de la mayonnaise. Ah, de la mayonnaise aussi. La mayonnaise était, avec la béchamel, un des ingrédients incontournables de cette période. Donc la béchamel est bien sûr d'origine française, comme la mayonnaise. C'est pour ça que je demandais. Et nous, les Italiens, on avait envie De d'être découvrir. riches, De mais découvrir, aussi d'être oui, d'enrichir riche dans nos assiettes, nos plats. Et donc, une façon d'enrichir, c'était celle aussi de s'approcher de la cuisine française, qui était la référence d'une cuisine aristocratique, très raffinée, et une cuisine dont on rêvait. Et donc, pour cette raison, on a imaginé d'enrichir nos plats, surtout à partir de produits qui pouvaient nous rappeler cette cuisine. Et donc, on a mis de la mayonnaise dans toutes nos entrées, dans tous nos antipasts. L'insalata russa, qui était un plat déjà de la qu'on fin mange du encore aujourd'hui 19e siècle. à Noël, des fois. Pendant ces années-là, c'était le plat incontournable de tous nos repas, de toutes nos réceptions, et aussi, surtout, la crème, la panna, mais celle en brique, Oui, pas la éventuellement panne. une bonne panne artisanale. On a enrichi toutes nos sauces, on a couvert les goûts parce que ça faisait international, ça faisait bon, Chic. ça faisait chic, très raffiné de Riche, manger comme de on cette disait. façon. Et donc, Ah, c'est super intéressant, on apprend des choses. disons que les Italiens qui ont vécu en cette période le connaissent très bien, mais on n'a pas forcément, surtout en France, on n'a pas la vision de cette cuisine italienne parce que c'est probablement une époque assez récente qu'on n'a pas encore eu vraiment envie d'explorer. Et qu'est-ce que représente
pour toi aujourd'hui la cuisine italienne donc. Pour moi, la cuisine italienne, c'est l'ancrage avec mon pays. Je suis partie d'Italie, j'avais 21 ans. Et la façon de continuer à cuisiner italien ici en France, de parler de cuisine et surtout, pendant très longtemps, j'ai aussi importé des produits. C'était en fait le lien qui me permettait de garder cette proximité avec l'Italie et c'était une façon un petit peu aussi de soigner le mal du pays. Nous réunit tous la cuisine. Bien Déjà, sûr, c'est un langage universel. Exactement. Et puis la cuisine italienne, elle est très bien acceptée par les Français, donc ça a été très facile pour moi d'interagir en fait avec les personnes que je rencontrais au fur et à mesure de mes voyages en France à travers des recettes en leur cuisinant surtout des pâtes. Ah, surtout des bras. Bah De oui, tout type de pâtes, j'imagine. tout type de pâtes, toutes sortes, oui. Mais surtout celles que je préfère. Ah, lesquelles? Moi, j'adore les anchois, les capres, le citron, l'huile d'olive, le piment, avec une bonne sauce tomate. Donc, ça fait une sorte un peu de puttanesque, si on veut, très savoureuse, qu'on peut faire avec des ingrédients qu'on peut garder dans le placard. On l'a fait un peu de temps, un plat rapidement, simple mais très bon. et très rassasiant, bien coloré et très parfumé. Avec les couleurs d'Italie. Et sinon, dans ton livre, la cuisine est très liée à ton histoire familiale. Bon, ça a toujours été quelque chose de très important. Ce l'est encore aujourd'hui pour mes parents et surtout pour ma mère. Je viens vraiment d'une famille où les femmes cuisinaient beaucoup. Et elles préparaient tout. Ma maman, elle faisait le pain, elle faisait tout, toutes les conserves. À la campagne, on avait un potager, donc elle préparait aussi tous les bocaux. Ah oui, je pour connais l'hiver, très bien ma pour les grand-mère, confitures, tout exactement ça. la même chose. On le fait beaucoup en Italie. Et donc, je me réveillais le matin avec le repas du midi qui mijotait et je me couchais avec la maman qui continuait à couper, préparer les ingrédients c'est pour le très repas du émouvant. lendemain. C'est très émouvant Donc, parce que quelque j'ai vécu chose la même chose. Tu vois, j'imagine. on fait partie d'une génération différente, de deux générations Bien sûr. différentes, mais on a vécu exactement la même chose. Ah oui, oui. Ma grand-mère faisait ça et j'ai eu de la chance de vivre, je pense, dans cette atmosphère où la cuisine était importante, mais pas seulement ce qu'on mangeait, donc c'était pas seulement quelque chose de nourrissant, mais il fallait aussi faire plaisir aux autres. Ah oui. Bien préparer les assiettes, bien préparer la table, sortir la jolie vaisselle, les jolies nappes pour les moments de fête, Oui. pour le dimanche, le repas du dimanche était je connais très essentiel. bien. Je connais très bien. Parce qu'à chaque fois que ma grand-mère préparait un plat, je lui demandais, mais comment tu fais? Comment tu connais toutes ces techniques pour faire ces plats? Elle me disait, c'est l'amour. C'est que de l'amour. Voilà, elle a Il n'y a raison. pas de technique. C'est de l'inspiration. Quelle recette raconte ton histoire? Bon, il n'y a pas qu'une seule recette. Moi, je me dis toujours, il y a quelques recettes, il y a aussi des produits, parce que il y a les recettes sur mon livre. J'ai parlé donc de ces années, j'ai parlé aussi des recettes de ma grand-mère, dont la frittata di patate, enfin l'omelette de pommes de terre. Ça fait partie de ces recettes de la cucina povera qu'on fait avec vraiment des ingrédients très pauvres, hein, les œufs Oui. qu'ils avaient mes grands-parents du poulailler, les pommes de terre qu'on avait toujours en abondance parce que c'était pas cher. Et on pouvait préparer de 1000 façons et c'était très rassasiant. Et donc l'omelette de pommes de terre, elle avait un goût exceptionnel. Avec ces pommes de terre qui avaient rissolé avant de rentrer dans cette omelette qui était en fait aussi toujours très savoureuse, avec des oignons coupés très très fins, avec beaucoup de persil, des herbes aromatiques, qu'on mangeait même froide parce qu'elle était un petit peu épaisse. Et ma mère en faisait aussi des sandwichs, des Tu pouvais les garder aussi pour le avec lendemain. lesquels on pouvait garder le lendemain. Donc la frittata di patate, c'est quelque chose de ultra simple, mais qui me rappelle énormément de choses. Et ta mère et ta grand-mère, ou tes grands-mères aussi, sont très présentes dans ton livre et dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'elles t'ont transmis à travers la cuisine? Alors, elles m'ont bien sûr plus directement, vraiment, ma mère, elle m'a vraiment transmis les recettes écrites.
que je garde précieusement. Mais aussi, elles m'ont Écrite à la main, écrite à la main, en plus. surtout. Et puis, elles découpaient aussi beaucoup d'articles de magazines, de revues, parce qu'elles collectionnaient un tas de livres et de magazines de cuisine. Mais c'était aussi les gestes et les ustensiles. Ma grand-mère avait beaucoup d'ustensiles de cuisine que c'était mon oncle, donc, le frère de ma mère, qui était menuisier, qui fabriquait. Et donc, ce sont des ustensiles Il n'y avait qui pas de passent robot main à en l'époque. main. Non, pas de robot. Et d'ailleurs, je n'aime pas trop les ustensiles électriques de cuisine. Je fais beaucoup Ma de mère me dit choses exactement vraiment. la même chose. Elle dit, je ne sais pas comment elles font les Oui, femmes d'aujourd'hui. bah, Après, on comprend aussi parce que c'est plus rapide avec des robots. tout à fait, tout à Voilà. fait. Mais En plus, elle ça dit me le prend goût est de la différent, place. le parfum, Ah oui. tout. Et donc, il y a vraiment la planche en bois, le tagliere, avec la mezzaluna, en fait, vraiment cet Ah, hachoir si. à main que j'amène partout. Et les gens, quand ils me voient préparer le soffritto, donc découper tous les petits légumes avec ça, ils Ma me mère le fait regardent. encore. Mais moi Moi, aussi. non. Moi aussi. Et ma mère, oui. Moi aussi, bah parce que les carottes, le céleri, l'oignon, l'ail et les herbes aromatiques n'ont pas le même goût, en fait, C'est vrai, elle dit la même hachées chose. dans le robot. Et donc, ça garde une consistance. On s'arrête quand on voit que tout va bien. Ça garde encore bien tous les jus et les C'est huiles vrai. essentielles des herbes. Donc, c'est fabuleux. Aujourd'hui, comment tu vois l'héritage de cette cuisine dans la cuisine italienne actuelle? Alors, l'héritage de cette cuisine dont je parle dans mon livre, Oui. Ben, aujourd'hui, on a un regard, un petit peu un musée de cette époque, parce qu'effectivement, il y avait une esthétique toute particulière. Et d'ailleurs, on a gardé un petit peu pour faire un clin d'œil surtout aux Est-ce années qu'on peut le voir 70 et aussi? 80. Est-ce qu'il Bien y a des sûr, photos? il y Ah, ça a, serait génial de montrer après un peu. il y a énormément de photos. Et surtout, ben, tu vois, Ah, ça, voilà. c'est Ah, ben quand on peut même le quelque montrer, je ne sais chose pas si on peut le voir. d'extraordinaire. Ben voilà. Ça, c'est un budino ou avec du riz. Et le riz, il a été cuit dans le curaçao pour donner cette couleur bleutée Ben extraordinaire. Et puis, il y a des fruits frais, bien sûr, des abricots, les amarene, les cerises griottes confites, immanquables dans toutes ces années-là. Et Ah oui, donc, c'est vrai. Ça, je sais. ça faisait des gâteaux qui avaient un peu l'air très architectural aussi, très visuel. Et aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose de l'époque, on se rapproche un petit peu de cette esthétique un peu kitsch qui nous fait sourire, mais qui fait joli sur la table. Moi, je vois que quand je prépare mon pesce finto, on appelle le faux poisson, parce que c'est un plat, c'est une sorte de rillette de thon mélangée à de la mayonnaise que je façonne comme si c'était un grand poisson. Et après, je le Et il y a la décore photo ici aussi dans le il livre. finto pesce. Ça, Ah, on doit le voir. ma mère, elle a fait tous les poissons de la Méditerranée quand on était petit. Mais donc, les photos qui contiennent le livre sont des photos de famille et des photos que tu as prises. Ah, voilà, ce sont les photos d'archives de famille de quand on était petit, de moi, mon frère, les amis, les copains. Et ensuite, les photos des plats, ce sont les photos que j'ai faites de mes assiettes quand je les ai préparées au moment où j'ai peaufiné la recette. Et donc, elle pesce Génial. finto. Je ne connais pas Théorique et pratique. Écoute, c'est quand même extraordinaire, c'est une salata russa. Bon, On une parlait tout à salata l'heure de russa l'insalata comme ça, russa. c'est quand même quelque chose. Ça donne envie de manger en plus. Voilà. Il y a combien de recettes? 56 recettes. Voilà mon pêche finto, c'est quand même joli, non? Ah si, En super plus, il fait joli. même les bulles. Et ça donne envie, non? Il n'est pas alors assez finto parce qu'il a même Si les j'essayais boules. de me rapprocher au maximum de ce qui peut être un poisson, de ce qu'un poisson peut faire dans une assiette ovale. Ah oui, voilà. Il Avec parle. la salade et tout ce qui va avec. Et puis les carottes, il y a des jolies nageoires. Et puis l'œil vif, comme un vrai poisson. Un vrai, pas un Un vrai. finto. Non. Pour finir, si tu devais donner envie de lire Cucina Kitsch, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais déjà que c'est une histoire intime de la cuisine de mon enfance.
où les assiettes ne parlent pas seulement que d'un goût, mais il y a beaucoup de choses derrière. Donc il faut les découvrir. Et si tu dois l'associer à une image ou un parfum, Un, un plat qui peut résumer le livre. un plat qui peut résumer le livre, voilà, c'est une bella spaghettata en face au faraglioni à Ciprezza en Sicile avec la mer et le soleil. Magnifique. Ça donne envie de manger ces plats et de partir en vacances en Italie. Merci. Con piacere, Merci ciao! Alessandro. Ciao.